Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de votre émission Santé, 1, 2, 3 Santé, qui sera consacrée au VIH, puisque vous avez reconnu le symbole de la lutte contre le VIH. Alors, pourquoi allons-nous en parler aujourd'hui? Alors, écoutez bien. Maintenant, actuellement, en tout cas, on est en train de vivre, José, une véritable révolution, on peut dire ça comme ça, par rapport à ce virus et une véritable révolution dans la vie des patients. Absolument. Bonjour Yemouna. Bonjour José. Bonjour à tous. Dans les années 80, parler de sida, c'était presque la chronique d'une mort annoncée. Tout le monde ne vivait qu'avec l'espoir de l'arrivée d'un vaccin. Espoir maintes fois déçu, tant le virus du VIH, donc du sida, est changeant et difficile. Maintenant, on entend moins parler de mortalité. Le visage de la maladie même a changé. Son pronostic aussi, il a été transformé en une maladie chronique avec des traitements de plus en plus allégés. Absolument, ça va forcément modifier la vie des malades. Donc on parlait de révolution. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de partir tout de suite avec la question du jour. Oui, bonjour. Je me pose aujourd'hui la question de savoir si une femme qui a le sida peut avoir des enfants. Alors, vous le verrez, effectivement, les choses ont bien évolué en plus de 30 ans. Alors, pour en parler, nous avons avec nous aujourd'hui le docteur Lamaurie Isabelle. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes médecin coordonnateur au Corévi. Alors, le Corévi, c'est une structure en fait qui va chapeauter l'ensemble des dispositifs de lutte contre le VIH sur le département. Tout à fait. C'est ça. Alors, j'aurais souhaité quand même, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'on fasse un bref historique depuis la découverte de ce virus jusqu'à nos jours, puisqu'aujourd'hui, là, on a compris qu'on vit une véritable révolution. Oui, donc comme l'a rappelé José, donc le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, il a émergé dans les années 80 comme un véritable fléau épidémique. Et ces années-là, ces années 80, ces années 90, c'est les années de l'hécatombe, où des millions de personnes sont mortes à cause de ce virus, parce qu'il n'y avait pas de traitement, ou des traitements très peu efficaces. Donc ces années sont heureusement depuis près de 20 ans derrière nous, grâce à d'énormes progrès qui ont été réalisés au plan thérapeutique. Mais c'est vrai que ces années-là, c'est les années noires, c'est les années sombres, et il continue à y avoir des gens qui meurent encore du VIH. Alors que paradoxalement, aujourd'hui, il y a quand même des traitements, mais on va l'expliquer tout à l'heure. Alors, c'était surtout la problématique sur les modes de transmission. Alors, les modes de transmission, il n'y en a que 3. On ne peut pas attraper le VIH d'autre manière. Les trois voies de transmission, c'est par le sang. Donc, c'est essentiellement par l'échange de seringues contaminées, les problèmes des transfusions, problèmes de matériel ou de transmission par des interventions chirurgicales et tatouages, ça ne concerne pas les pays comme les nôtres, oui, mais ça reste quand même un problème dans d'autres pays. Donc par le sang, la transmission de la maman à l'enfant, on y reviendra je pense. Donc effectivement c'est un autre mode de contamination, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, dans le monde, près de 2 millions d'enfants vivent avec le VIH, essentiellement par ce mode de transmission verticale de la maman à l'enfant. Et puis le mode principal, c'est la transmission sexuelle. La transmission sexuelle, c'est 80% des personnes qui se contaminent par voie sexuelle et par voie hétérosexuelle. Dans les années sombres qu'on évoquait, on parlait de la maladie des 4 âges, des homosexuels, c'était le cancer gay. Très rapidement. On est loin de cette période. Eh bien, c'est même pas qu'on est loin de cette période, c'est qu'au début, c'est comme ça qu'on a... l'attention a été attirée sur ces cas, mais très rapidement, l'épidémie, on a constaté qu'elle touchait tout le monde. Et cette transmission sexuelle se fait de l'homme à la femme, de la femme vers l'homme, donc dans les relations homme-homme, mais tout le monde est concerné. Au plan mondial, la transmission hétérosexuelle, c'est plus de 80% des cas de contamination. Alors c'est vrai que les rapports, le virus se transmet plus facilement sur un rapport anal, par sodomie, que par
rapport vaginal, il peut aussi quand même se transmettre par de simples rapports oraux sur de la fellation. Donc c'est ça qu'il faut garder en tête, bien entendu, aussi pour expliquer les modes de prévention. Alors tu as bien dit que la pandémie a fait plus de 37 millions de morts parce qu'on avait des traitements peu efficaces, les fameuses trithérapies, extrêmement coûteuses à l'époque. Alors, non, c'est pas tout à fait ça, mais c'est que pendant les premières années, les 20 premières années, on n'avait pas de traitement. Le premier traitement, il est apparu en 87, c'est l'AZT. Et c'était un traitement qui permettait de ralentir cette chronique de mort annoncée que tu évoquais, parce que c'était vraiment ça. Quand on apprenait qu'on était porteur du virus, bien, le temps était compté en mois, en années, mais le temps était compté, c'était vraiment chronique de mort annoncée, parce qu'on n'avait que des traitements pour ralentir l'évolution. Et c'est vraiment l'arrivée des trithérapies à la fin des années 90 qui a changé la donne. Parce qu'on a combiné des médicaments contre le virus et on a eu des médicaments plus puissants. Mais c'est vrai qu'au début des années 2000, donc avec ces nouveaux traitements, ces nouvelles stratégies de traitement, c'était quand même, ça a permis de passer de chronique d'une mort annoncée à je vis avec, je peux passer le cap et espérer survivre, parce que c'était une question de survie, d'accord ? Mais ces traitements, c'était 20 comprimés par jour, 3 prises par jour. Donc c'était compliqué. Des conditions de vie difficiles. Voilà, avec beaucoup d'effets secondaires. Mais c'est vrai qu'en termes de révolution, puisqu'on parle de révolution, ces traitements ont très rapidement progressé entre 2000, 2010 et maintenant. Au jour d'aujourd'hui, on a des trithérapies en un seul comprimé, 3 molécules mélangées en un seul comprimé. Donc plus d'effets secondaires. Alors, docteur Lamourie, ces traitements que vous évoquez aujourd'hui permettent que la mère ne transmette plus le virus à son enfant. Tout à fait. Très bien. Je vous propose qu'on fasse le point tout de suite en reportage. C'est parti. Les traitements antirétroviraux permettent une prévention quasi complète de la transmission mère-enfant. Toutes les femmes exprimant un désir d'enfant doivent bénéficier d'une consultation préconceptionnelle, si possible avec leur conjoint. Le désir d'enfant doit être abordé précocement dans la prise en charge afin d'orienter le choix du traitement antiviral de la femme. La grossesse au cours de l'infection VIH doit faire l'objet d'un suivi multidisciplinaire. Écoutons le docteur Toto, gynécologue. Donc globalement, les patientes qui sont séropositives pour le VIH ont pas mal de similitudes avec les patientes séronégatives. La seule petite particularité, c'est qu'elles auront un suivi conjoint entre un gynécologue obstétricien et un infectiologue. Mais le point important pour toute femme, qu'elle soit séropositive ou séronégative quant au VIH, c'est vraiment le dépistage en début de grossesse. Donc on propose le dépistage au couple, non seulement à la patiente mais aussi à son conjoint. Sachant que ce dépistage sera refait au 6e mois de grossesse pour la patiente pour s'assurer qu'il n'y a pas de séroconversion en cours de grossesse. Mais globalement, il n'y a pas de grosse différence de suivi. Les risques pour l'enfant à naître, du moins quant à la transmission mère-enfant du VIH, à l'heure actuelle, les risques sont quasi nuls. Bien sûr, je ne me permettrai pas de dire que les risques sont nuls. En France, on a un taux de transmission mère-enfant qui est de l'ordre de 0,3%. Et pour parler de la Guadeloupe plus spécifiquement, le dernier cas de transmission mère-enfant remonte à l'année 2008. Donc ça fait 10 ans qu'on n'a pas eu de transmission mère-enfant pour le VIH. Ceci est dû aux efforts conjoints des équipes de gynécologie, des équipes de maladies infectieuses et surtout de l'apport des nouveaux traitements qui permettent vraiment d'avoir une charge virale indétectable tout au long de la grossesse et pour l'accouchement, ce qui permet d'ailleurs à la grande majorité des patientes séropositives pour le VIH d'accoucher par les voies naturelles comme si elle n'était pas atteinte par cette maladie. Je pense que s'il y a véritablement un message à retenir et à faire passer pour les futures mères ou pour les patientes qui sont séropositives, c'est vraiment de comprendre qu'actuellement, pour celles qui ont un bon suivi, le taux de transmission est véritablement très très faible. Donc elles ont le droit à la maternité, elles ont le droit à une vie génitale, et tout ça en prenant les précautions pour l'enfant à naître, où on est quasi sûr qu'il n'y aura pas de transmission mère-enfant pour peu que la patiente soit dans une filière de suivi adaptée. C'est pour ça qu'on essaie justement de regrouper tous les cas entre les équipes de gynécologie et les équipes de maladies infectieuses. Tous les cas de patients séropositifs sont discutés en staff pour qu'on puisse avoir une attitude collégiale pour l'accouchement, mais aussi pour la prise en charge du nouveau-né à la naissance. Donc tout est déjà un peu planifié en avance pour la patiente et pour son nouveau-né.
Le docteur Diallo, pédiatre, nous explique le protocole de prise en charge du bébé né d'une mère séropositive. Le nouveau-né, dès sa naissance, il est pris en charge. Déjà, il va avoir un bain au daquin ou un autre antiseptique pour nettoyer tout le liquide amniotique dans lequel il a baigné. La deuxième chose aussi, il va avoir un collier. Et tout de suite va démarrer le traitement. Le traitement est tout de suite démarré dès les premières heures de vie. Et le traitement de l'enfant dépend de la charge virale de la maman. Le nouveau-né de la mère a une charge virale qui est très élevée. Le nouveau-né aura droit à 2 ou 3 médicaments. Mais si la charge virale est basse, le nouveau-né n'aura droit qu'à un seul médicament, et ceci pendant que 15 jours. Ça, c'est le nouveau protocole. La charge virale, c'est le taux d'infection qu'a la maman par rapport au virus du VIH. Maintenant, lorsque les mères sont bien suivies et que le traitement est bien fait, le taux de virus circulant est très bas dans le sang de la mère. Et en fait, c'est ce taux de virus circulant qui va infecter le bébé. Mais on sait que c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la prévention. Lorsque les mères sont prises en charge correctement, et c'est surtout la mère d'accepter sa prise en charge, la charge virale devient très diminuée par rapport aux médicaments, aux antibiotiques, antiviraux, rétroviraux qu'elle va prendre. Alors, pendant son séjour à la maternité, le bébé il va avoir une prise de sang initiale pour son suivi ultérieur. Cette prise de sang initiale, on n'en tiendra pas compte parce que de toute façon, il y aura des virus circulant dans le sang du bébé aussi, puisqu'il vient de naître. Ce sera le virus de sa maman. Avec le traitement, par exemple, actuellement, il y a le traitement qui est un traitement qui est très efficace qu'on donne pendant 15 jours. L'enfant, il sera revu en consultation pédiatrique, en hôpital de jour. Et il y aura une autre prise de sang qui est faite à 1 mois de vie, à 3 mois, puis à 6 mois. Et lorsque, à cette période-là, même avant, lorsqu'on trouve que l'enfant a une charge virale indétectable, on peut déjà dire que le bébé est bien portant, il n'est pas infecté par le virus du VIH. Par contre, il faut être sûr que ce bébé il sera suivi pendant 2 ans, et voire même plus. Vous l'avez entendu et j'espère que vous l'avez vraiment noté. Ça, c'est une vraie révolution concernant le virus du VIH. Donc la mère porteuse ne peut plus transmettre à son bébé. Alors Yemuna, cette révolution, elle ne date pas d'aujourd'hui, hein, parce que ça fait quand même, depuis qu'on a ces traitements, qu'une femme... Depuis les années, vous me disiez... Depuis le début des années 2000, hein, c'est quand même extraordinaire. On va dire. Et encore faut-il que les personnes aient accès au traitement, hein, et qu'elles soient dépistées pendant la grossesse. Parce et que le traitement soit bien suivi. Mais les traitements sont bien suivis, José. Maintenant, il n'y a plus de problème de... C'était un problème au départ, mais suivre bien un traitement qui n'a pas d'effet secondaire ou très peu, ce n'est plus un problème depuis plusieurs années. Donc, il ne doit plus y avoir de transmission du virus d'une maman à une enfant. On peut avoir des enfants. Moi, j'ai connu l'époque, ces fameuses années noires, où on interdisait aux femmes d'avoir des bébés, où on préconisait l'avortement. Pas si longtemps que ça, il y a encore 4 ou 5 ans, on disait à ces femmes qui vivent avec le virus HIV ou à ces hommes qui sont infectés par le virus et qui désirent avoir un enfant avec leur partenaire, pas d'enfant, ou alors un enfant mais une fécondation pour éviter le risque de transmission. Alors la vraie révolution, c'est que depuis enfin ces 2 dernières années, alors qu'on a des résultats depuis plus de 10 ans, on a bien admis qu'il n'y avait pas de transmission du virus à partir du moment où une personne est traitée. Donc on peut faire des enfants naturellement. Alors vous parlez de la mère à l'enfant, mais aussi entre partenaires, hétéros ou pas, qu'importe. Vous avez le sida, on imagine, et vous ne pouvez pas me le transmettre. C'est ça. Si vous êtes traité. Si vous êtes traité, oui, bien sûr. Si vous avez un traitement, et au jour d'aujourd'hui, en Guadeloupe, on suit à peu près 2000 personnes qui vivent avec le VIH. Ces 2000 personnes, 95% d'entre elles sont sous traitement. Et plus de 95% d'entre elles ont un virus qui est contrôlé. On ne sait pas guérir l'infection VIH aujourd'hui. Tout à fait. On ne sait pas la guérir. C'est un traitement à vie. Mais ce traitement peut vous permettre non seulement de vivre aussi longtemps que quelqu'un qui n'a pas le virus, mais il vous permet aussi de ne plus transmettre le virus. Sans préservatif. Vous n'avez pas besoin de mettre de préservatif avec votre partenaire, sauf si vous avez un risque d'exposition pour d'autres maladies. D'autres maladies sexuellement transmissibles. Mais c'est pour ça qu'on peut faire des enfants naturellement.
sans recourir, sauf si on a des... C'est extraordinaire cette évolution où dans les années 90, la moitié des enfants étaient contaminés et maintenant, zéro transmission. Bah, zéro transmission. Alors José, voilà, ça c'est une réalité que tout le monde, en 2018, n'a pas encore la chance de vivre vraiment, parce que il y a toutes ces femmes qui n'ont pas encore accès au traitement, c'est 20% des femmes dans le monde, et c'est le problème aussi des femmes qui ignorent qu'elles sont infectées ou qui s'infectent en cours de grossesse. Alors justement, la problématique, elle est donc sur le dépistage. Tout à fait, l'enjeu est sur le dépistage. Très bien. On en reparle en deuxième partie, ça vous va? Très bien, oui, très bien. Restez avec nous, on revient juste après ça. Vous êtes dans 1, 2, 3 Santé, consacré aujourd'hui au VIH, et j'espère vraiment que vous étiez avec nous dès le départ, car nous avons vraiment dit des choses importantes concernant ce VIH. D'une part, qu'il y a des traitements efficaces, que ce virus n'est plus transmissible de la mère à l'enfant, mais le gros frein, vous confirmez que c'est le dépistage, docteur Lavorie. Donc vous êtes avec nous et vous êtes coordinatrice du Corévi. Oui, alors effectivement, le problème c'est que beaucoup de personnes qui vivent avec le VIH au jour d'aujourd'hui, en 2018, ignorent qu'elles sont porteuses du virus. Et on est à peu près à 20%, c'est ça? C'est ça. En Guadeloupe, c'est probablement ça. Plusieurs centaines de personnes vivent avec le VIH sans le savoir. Elles n'ont jamais été dépistées ou elles ne se sentent pas concernées. Le principal problème, c'est qu'effectivement, ce virus, pendant plusieurs années, on peut être porteur et infecté par ce virus sans avoir le moindre symptôme. Et il faut en général, sans traitement, une dizaine d'années à 15 ans pour développer des complications et avoir ce risque de mourir du sida sans traitement. Pendant toute cette période, donc, il n'y a pas de signe extérieur. Et la personne n'imagine pas qu'elle est porteuse. Donc elle ne voit pas l'intérêt de se faire dépister, en fait. Ni de se faire dépister, ni de protéger ses relations avec les autres. Absolument. Puisqu'elle est en bonne santé. Ou les autres n'imaginent pas qu'elles ont besoin de se protéger avec cette personne parce qu'il a l'air en pleine forme. C'est le premier écueil. Ensuite, il y a des gens qui ne se sentent pas concernés parce qu'ils ont toujours des fausses représentations. Ils pensent que ça concerne que des personnes qui ont plein de partenaires ou qui ont des relations exclusivement avec des hommes. Ou les homosexuels. Voilà, donc on stigmatise. Or, encore une fois, c'est monsieur et madame, tout le monde, on est tous concernés et on peut tous un jour avoir le virus HIV. Qu'on ait une vie de couple rangée, à part les gens qui n'ont pas de vie sexuelle et qui sont dans l'abstinence totale, je pense que personne ne peut dire qu'il n'a jamais pris le moindre risque. Et donc le message ce soir, c'est que nous sommes tous concernés par le dépistage. On est tous concernés par le dépistage et on doit tous au moins faire une fois ce dépistage. Et au jour d'aujourd'hui, plus d'une personne sur deux n'a jamais fait de dépistage encore en 2018 pour le VIH ou pour d'autres. Il faut profiter de toutes les situations pour faire le dépistage. Un simple bilan de santé où on va voir son médecin, on doit être opéré. On fait le dépistage. Alors, exactement, José. Alors là, c'est effectivement, il y a plein d'opportunités. Quand on va voir son médecin, qu'on est suivi pour de diabète ou autre chose, eh bien, il faut saisir cette occasion pour faire un test, une prise de sang. Enfin, on rajoute dans la prise de sang le test du VIH. Et je voudrais préciser une chose, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Mon médecin m'a fait ce fameux bilan de santé, ou il m'a fait ma prise de sang pour la surveillance du diabète, et il m'a dit que tout allait bien. » Mais si on n'a pas fait le test du VIH dans la prise de sang, tout peut être bien dans la prise de sang aussi, ni vu ni connu. Il faut demander le test. Il faut qu'il y ait la recherche des anticorps dans la prise de sang. Si on n'a pas fait cette recherche, on va vous dire que votre prise de sang est bonne et vous allez vous sentir rassuré. Et encore une fois, pas imaginer que vous pouvez transmettre aux gens que vous aimez ce virus. Est-ce que les médecins même, on n'a pas notre part de responsabilité aussi à ne pas proposer de peur de stigmatiser la personne? Exactement. Alors, je pense qu'on a une large part de responsabilité. D'abord, on doit de l'information. Quand on fait des examens, on doit bien expliquer ce qu'on fait. On doit proposer. C'est vrai qu'il y a des médecins généralistes, des médecins de famille. Ils hésitent pour deux principales raisons. La première, c'est peut-être parce qu'effectivement, ils se disent « Mon Dieu, si c'est positif, comment je vais dire à ce patient que je connais depuis longtemps qu'il a le virus ?» Si on comprend qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une chance de l'apprendre tôt, parce qu'on peut bénéficier de traitements qui vous permettront de vivre en pleine santé malgré ce virus, on n'a plus ce frein-là. Le deuxième frein, c'est de dire, si je lui propose à cet homme ou à cette femme que je connais... Il risque de mal le vivre. Il va mal le vivre parce que ça touche l'intimité, il va penser que j'ai... c'est pas le problème. Une mauvaise idée.
Très bien, docteur. Alors, ce que je vous propose, c'est que vous l'avez dit vous-même, il y a plusieurs possibilités de se faire dépister. Alors, on le voit tout de suite en reportage. Le dépistage est un outil de prévention indispensable car, en cas de diagnostic positif, il permet la mise en route d'un traitement qui, lorsqu'il est bien pris, favorisera l'apparition après un certain temps d'une charge virale indétectable et par la même occasion empêchera la transmission du VIH. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je vous écoute. Alors, c'est-à-dire que moi, j'ai changé de partenaire. Et ma partenaire m'a demandé de venir faire mon test. Et éventuellement, j'ai fait un bilan chez mon médecin traitant, mais je n'ai pas vu le dépistage du VIH. Oui, mais vous savez, quand le médecin traitant prescrit un bilan, il n'y a pas forcément le VIH dedans. Hein. Donc, on va faire le test de dépistage. Vous m'avez dit que vous avez changé de partenaire. Oui, oui. Vous n'avez jamais fait de test auparavant? Non, jamais. C'est la première fois. D'accord. Donc, on va procéder au test. Vous avez déjà entendu parler du test rapide? C'est celui qu'on va faire? J'en ai entendu parler, mais pour dire vrai, je ne l'ai jamais fait. D'accord. Donc, on va pouvoir faire le dépistage et puis je vais vous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc, pour faire le dépistage, on va vous piquer le doigt. Je vais obtenir un petit peu de sang que je vais mettre dans différents produits pour pouvoir faire le test. Et là, je vous donne le résultat tout de suite. Vous avez aussi la possibilité de la prise de sang qui va vous donner un résultat aussi, par contre, qu'il va falloir récupérer dans quelques jours, mais sur vos rapports qui datent de plus de 6 semaines. Alors que le test rapide qu'on va faire, c'est sur les rapports qui datent de plus de 3 mois. En principe, c'est quelque chose qu'on doit faire régulièrement. Hein. À partir du moment où on a pris un risque, il faut savoir qu'on peut venir le faire. On n'a pas pris de risque, mais il faut le faire une fois tous les ans, parce qu'on est sûr de soi, on n'est pas forcément sûr de l'autre. Donc, il est nécessaire de faire ce test régulièrement. Donc, de faire le dépistage régulièrement. Ça, c'est important. Hein. Je vous ai dit que je vous ai fait le test rapide, mais il faut savoir que ce test est gratuit. Il est rapide, pourquoi? De par le nom. Quand je vous fais ce test, on voit le résultat tout de suite. Vous avez vu en quelques minutes. Mais ça vous donne une idée sur vos rapports d'il y a plus de 3 mois. Ce test est gratuit, donc il ne faut surtout pas que les gens pensent qu'ils vont payer quelque chose. Dès qu'il y a un risque, venez faire ce test qui est gratuit. Vous avez le résultat tout de suite, mais c'est sur vos rapports qui datent de plus de 3 mois. Hein. Et on recherche, en vous faisant ce test rapide, le VIH et la syphilis. 2 infections sexuelles qui sont quand même assez importantes et qui sont recherchées à travers ce test rapide. C'est vrai que les gens craignent, les gens ont peur que ce soit divulgué. Nous sommes professionnels, tenus au secret professionnel, comme je le répète, donc on n'a rien à dire. Il faut que les gens, quand ils viennent nous voir, qu'ils viennent confiants et qu'ils sachent que ce centre de dépistage existe et qu'on les invite à venir le plus souvent, à revenir faire des tests. Dès qu'il y a une prise de risque, il faut venir faire ce test. Ça, c'est important. L'autotest VIH permet de détecter dans le sang humain les anticorps produits après une infection par le VIH. Le prélèvement, la lecture et l'interprétation des résultats sont réalisés par la personne elle-même, par exemple à domicile. Madame Sinesius, pharmacienne, nous en parle. Désormais, il existe en pharmacie des autotests VIH qui permettent de réaliser à partir d'une goutte de sang un test VIH, soit par le patient lui-même ou par un ami ou même par le médecin. Alors, ces autotests sont destinés à toute personne qui désire connaître leur statut sérologique, on va dire. Donc, ces personnes, ça peut être une personne qui a eu un rapport sexuel à risque, une personne qui a été infectée malencontreusement a été piquée par une aiguille, malencontreusement, ou qui a eu un accident. Alors, que contiennent ces autotests VIH? L'autopiqueur, le support pour pouvoir faire le test. Le test vient ici. Une légette désinfectante, une compresse et un pansement. Alors, comment ça se passe? Moi, j'invite le patient à bien lire cette notice d'utilisation, c'est hyper important. Et là, il va savoir étape par étape comment ça se passe. Donc, le plus important, déjà, c'est savoir que c'est ça qu'il faut, l'autotest qui permet de détecter les anticorps au VIH, l'autopiqueur qui permet de se piquer pour recueillir cette goutte de sang qui est très important. Donc, cette goutte de sang qui vient là, on va récolter la goutte de sang qu'on viendra poser sur le support. Et là, on va, après 3 clics, on va pouvoir faire rentrer cet autopiqueur. Et ensuite, il suffira d'attendre 15 minutes pour avoir les résultats. Alors, si le résultat est positif, il faut une confirmation
de test au laboratoire. Donc, si c'est confirmé, le patient va voir son médecin avec ce test de laboratoire et sera pris en charge très rapidement par les traitements qui existent actuellement. Et peut ainsi espérer avoir une excellence de vie comme tout patient normal. Alors, c'est un test qui est fiable pour tout risque de plus de 3 mois. Quand le test est terminé, le patient, avec la boîte jaune que nous lui avons remis avec l'autotest, va mettre l'autopiqueur dans cette boîte jaune, il va ramener à la pharmacie et tous les autres déchets vont partir avec les déchets ménagers. Donc vous voyez que c'est un test qui est très rapide, très facile. La manipulation, c'est 5 minutes de manipulation et il faut attendre 15 minutes. Le coût de cet autotest, entre 25 et 28 € en pharmacie. Bien, j'ai presque envie de vous dire, si ou pas dépisté, c'est au qui ne va pas. Il y existe même, docteur, des petits autotests, c'est ça. C'est-à-dire qu'on peut faire ses affaires soi-même chez soi, à l'abri des regards indiscrets. Oui, comme les tests de grossesse, mais le problème, c'est que malheureusement, ils coûtent beaucoup plus cher, puisqu'ils sont presque 10 fois plus chers, à 30 €. Donc, ils restent quand même relativement inaccessibles. Par chance, on devrait pouvoir avoir des autotests gratuits mis en service dans les associations ou dans les fameux Cégides qu'on a vus dans le reportage. Bien. La stigmatisation des malades qu'on a connue lors du début de l'épidémie, est-ce que ça a changé vraiment, même s'il y a eu cette révolution? Eh bien, c'est ce qui sûrement contribue à ce que cette révolution, elle n'arrive pas à percer, hein, parce qu'il y a toujours cette vision stigmatisante et discriminante qui est portée par des fausses croyances et qui pèse sur les épaules toujours des personnes qui vivent avec le VIH, parce que il y a une personne sur 10 en Guadeloupe accepte de confier ses enfants à garder à quelqu'un qui vit avec le VIH. Parmi les 2000 personnes que l'on suit dans les services, pour 80-90% d'entre eux, nous sommes les seules personnes à qui ils parlent du virus. Ils n'en parlent pas à leur famille, pas à leurs amis. Alors ça change, c'est en train d'évoluer. Mais ça prend du temps, et beaucoup plus de temps que tous ces progrès qui pourtant permettraient à ces personnes de vivre normalement, de travailler. Il y a des discriminations qui obèrent aussi les possibilités de voyage. Et puis on est dans une région, la Caraïbe, où il y a encore des personnes qui sont stigmatisées, avec l'homosexualité qui est criminalisée dans la Dominique. Enfin, il y a des choses qui sont lourdes quand même à porter. C'est devenu une maladie chronique, mais on n'en parle pas aussi facilement que son diabète ou son hypertension. C'est pour ça qu'effectivement, je pense que oui, c'est pas quelque chose qu'on peut évoquer avec ses collègues de travail. Il y a des personnes qui trouvent du réconfort, mais même des fois, les professionnels de santé ne sont pas réconfortants. J'avais encore ce matin en consultation une personne qui était passée dans un établissement et l'infirmière, quand elle a su que cette personne était séropositive, elle a dit « Pourquoi vous ne me l'avez pas dit? J'aurais mis 2 paires de gants pour vous faire la prise de sang. » Et pourtant, c'est un professionnel de santé. Donc je comprends que la population soit aussi en retard en termes de connaissances. C'est à nous de faire ce travail. Et alors, justement, si vous aviez un message à faire passer, là, ce sera le mot de la fin, par rapport à ceux qui nous regardent aujourd'hui. Je crois que le premier message, c'est qu'effectivement, le VIH est une infection qu'on peut éviter en se protégeant. On peut se protéger en utilisant des préservatifs, mais on ne peut pas tout le temps utiliser des préservatifs. Et puis des fois, il y a des incidents. Donc c'est important, quand on a un partenaire, une façon de ne plus utiliser de préservatifs, c'est de se faire dépister. Si chacun est dépisté, je dis bien chacun, hein, pas un dépistage collectif, chacun se fait dépister. D'accord? Là, on peut ne plus mettre de préservatifs. Personne n'a envie de mettre des préservatifs tout le temps, et c'est un premier point. Ensuite, oui, ça peut nous arriver à chacun d'entre nous d'attraper le VIH. Donc, permettons aux personnes qui vivent avec le VIH de profiter de ces progrès, d'accord? Et le regard qu'on porte sur elles, ça change tout pour elles. Et ça peut leur permettre, effectivement, de vivre bien. Et surtout, aujourd'hui, on l'a dit encore une fois, on peut se faire traiter. Et se faire dépister, c'est l'enjeu. Et qu'une personne traitée est non contaminante. C'est ça.
Et tout à fait, une personne traitée est non contaminante et se faire dépister, c'est encore plus facile si on n'a pas le poids de ce regard de la société. Très bien. Où on se dit, je préfère pas savoir. Donc aujourd'hui, il faut savoir. Je voudrais simplement terminer avec le mot de la fin. Vous êtes coordinatrice du Corévi VIH. On souhaite que vous soyez coordinatrice du Corévi VIE. Oui, pour vivre positivement. Absolument. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Alors, on rappelle que vous avez le site du Corévi et aussi le Facebook et le numéro qui s'affiche pour tous ceux qui en ont besoin. Merci d'avoir été avec nous, docteur. Merci beaucoup. Merci, docteur Periana. Merci. Nous nous retrouvons très vite pour une nouvelle édition. Et tout de suite, celle que nous retrouvons, c'est Brigitte Zabarel pour la synthèse en créole. À très vite. Messieurs, dames, bonjour. Côté les années 80, ils ont commencé à parler de maladies qui ont crié VIH, SIDA. Là, on voit que tant de monde attraper maladie là ça, ou peut certains bitailles pas bon dit tout. Et quand il parole là qu'a dit Basile Pétade Avin Chéché. Actuellement, on qu'attend parler moins de SIDA. Yo pas parler de ça comme avant, mais ça pas veut dire qu'il disparaît. Il est toujours là. Moun pas qu'à mort comme avant. Yo ka vivre mieux actuellement parce que y a des traitements pour maladie là qui sont efficaces. Ça veut pas dire qu'il y a guéri. Ça ne veut pas dire que le traitement là a arrêté la maladie là. Parce que les gens savaient que le vaccin là pour arriver. Mais actuellement, c'est les gens qui vivent mieux avec la maladie là. Le traitement là est plus simple et plus efficace. Non seulement ils vivent mieux éveil, mais ça qui est important à dire, c'est qu'il n'y a pas de transmission. Ils ne peuvent pas transmettre ni à partenaire ni à petit ayo. Ça veut dire qu'ils peuvent faire des gens. Nouveau traitement là, c'est le seul moyen à prévention contre le sida là, pour empêcher la maladie là continuer à développer. Mais pour bien traiter la maladie là, il faudrait que savent qu'il y a. Et seule manière qui est pour savoir qu'il y a, c'est le dépistage. Pour ça, ou qu'il y a CGIP, CGIP, ou bien qu'il y a une pharmacie et ou acheter un test individuel. Comme ça, plus bon est que fait yo dépister et plus vite ou que peut soigner. C'est mon nous ka bouti ça, nous ka disot merci, merci rete écouter à autres, merci fidélité à autres chaque semaine et nous ka promo pour un prochain coup.